on confrontera les productions d'élèves avec les attentes du nouveau programme. Ensuite, il y aura une analyse réflexive sur le globe virtuel avec une critique et je ciblerai ce que je trouve positif dans l'utilisation des globes virtuels en ligne en classe et ce que je trouve négatif. Ensuite, donc, il y aura une séance de questions-réponses où Anne me retransmettra vos questions. Et puis après, il y aura une phase où je vous donnerai un petit peu les méthodes, les techniques pour construire vous-même un globe virtuel interactif, vu que l'objectif in fine de l'atelier, c'est que vous sachiez, vous puissiez appliquer ce qu'on voit ici pour le futur. Ensuite, on verra si certaines personnes sont intéressées par créer des CAP, donc c'est des communautés d'apprentissage professionnel pour construire des globes virtuels. Et enfin, il y aura une petite conclusion et pour ceux et celles qui le souhaitent, une visite libre de l'entièreté du globe virtuel sur l'Arctique, donc qui est la thématique. Alors, est-ce qu'on peut, parce que c'est un petit peu perturbant, me confirmer qu'on m'entend bien et qu'on voit bien? Par le chat, peut-être. Ok, allez-y. Super. C'est quand même perturbant de parler devant comme ça. Voilà. Alors, je vais repartager du coup hop, ici en grand, c'est mieux. Voilà. Alors, donc la première chose, l'insertion de la séquence dans le nouveau programme de géographie en 5e. Donc voici voilà une ligne de faire en tout cas cette année pour la 5e. Vous voyez qu'au premier trimestre, je vais me consacrer à l'accès aux matières premières avec le sable et le coltan. Puis au second trimestre, là, je vais mettre l'accent sur l'accès à l'énergie avec tout d'abord les énergies non renouvelables que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Et puis, dans un deuxième temps, je vais traiter de l'électricité, qui est une énergie secondaire. Et au troisième trimestre, je vais rassembler les deux thématiques, à la fois l'accès aux matières premières et à l'énergie. Et là, les cas, ce seront plutôt le pétrole, le gaz, les minerais précieux et l'éolien. Et ici, la séquence que je vous présentais, c'est une séquence qui sera élaborée en fin d'année et qui va rassembler donc ces deux thématiques avec ces cas-là. Et pour... Oui. Non, parce que j'ai oublié de te demander si c'était le moment pour le sondage, mais oui. Pouvoir te demander de lancer un sondage sur peut-être juste après que j'ai expliqué l'insertion de la séquence. Ouais. Voilà. Donc l'insertion de la séquence, je vais traiter donc de l'Arctique, qui va me permettre de rassembler les deux thèmes, avec à la fois l'accès aux matières premières, vu que là-bas on y trouve du nickel, du cobalt, de l'or, des diamants, et puis on y trouve aussi au niveau de l'énergie du charbon, du gaz et de l'éolien, et on peut même faire encore un transfert vertical avec ce qu'on voit en 4e, l'accès à la nourriture et la pêche. Donc c'est une séquence que moi je réaliserai en fin d'année et qui va me permettre de retravailler toutes les tâches qui ont été exercées tout au long de l'année et d'introduire aussi les derniers savoirs du nouveau programme à mettre en place. Alors, comme je vous l'avais un petit peu dit au début, en fait, cette séquence, avant, je la faisais en 6e au travers de la géopolitique de l'Arctique. Et là, je mettais l'accent sur les rivalités d'intérêt entre les zones qui vont être davantage dédiées à l'exploitation et les zones qui vont être davantage dédiées à la protection. Maintenant, avec le nouveau programme, j'ai retravaillé ma séquence pour l'adapter à la 5e et aux inégalités d'accès aux matériaux en énergie. Voilà. Alors, toutes les tâches que je vais exercer, je vais pas les reprendre, c'est les tâches du programme que vous connaissez. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler ça à la fin parce que je peux tout revoir, comme vous le voyez, mais surtout, je peux introduire les derniers savoirs du programme, à savoir voir des ensembles bioclimatiques de l'Europe du Nord, à savoir la toundra, la forêt boréale et l'inland 6. Je vais pouvoir aborder la fonte des glaces, l'élévation du niveau des mers, les glissements de terrain, les différencier des coulées de boue et travailler aussi l'érosion du littoral. Puis en termes de savoir-faire, je vais pouvoir, avec les élèves, identifier des atouts et des contraintes pour exploiter les ressources de l'Arctique, identifier des vulnérabilités et potentialités engendrées par l'exploitation des ressources. Je vais aussi pouvoir faire des cartes schématiques, à la fois pour exploiter les matières premières, mais aussi pour protéger le territoire. Et enfin, je peux même travailler des textes sur le développement
l'environnement et le développement durable de l'Arctique. Donc, c'est vraiment une séquence très complète. C'est pour ça que moi, je la vois en fin de parcours. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous présenter un exercice qui est effectué dans le cadre de cette séquence. Et cet exercice, il fait appel au globe virtuel. Le plus connu, c'est Google Earth Online. Et donc, on va vous envoyer un premier sondage et où vous allez essayer de répondre à savoir un petit peu quelle est votre expérience par rapport à Google Earth. Est-ce que vous êtes des personnes qui l'utilisent toutes les semaines, une fois par mois, une fois par an, voilà, pour avoir un petit aperçu. Donc, il vous suffit de répondre à une des questions là. Moi, personnellement, je le fais presque une fois par semaine minimum. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre. Hein. Voilà. Les réponses, Loïc? Ouais, je vois les réponses. Je vois qu'il y a 14 personnes qui ont mis une fois par mois. Il y a 12 personnes quand même une fois par semaine. Il y a 5 personnes une fois sur l'année. Il y a 3 personnes jamais. Et 7 personnes aucune. Donc on voit que, l'air de rien, j'ai envie de dire que depuis 10 ans, Google Earth, c'est quand même bien d'insérer dans l'école maintenant et que certains professeurs l'utilisent maintenant quotidiennement. Et c'est quand même chouette puisque c'est quand même un super outil pour le cours de géographie. Donc, je vais pouvoir m'adapter un petit peu à vos réponses, notamment sur la partie pour la construction d'un globe virtuel, mais je vais quand même ne pas laisser de côté ceux qui l'utilisent plus rarement, parce que c'est quand même aussi l'objectif, c'est d'apprendre à construire un globe virtuel. Alors, je reviens à mon petit diaporama, et je vais le mettre en grand, comme ça vous voyez bien. Voilà, alors l'exercice, comment il s'insère? Donc en fait, moi, une séquence, j'aime bien la découper en 3 parties. Il y a une partie d'observation, il y a une partie d'analyse et il y a une partie d'interprétation. Dans la partie d'observation, en gros, pour l'Arctique, on va s'intéresser à savoir quelles sont les composantes du territoire de l'Arctique. Composantes à la fois humaines et naturelles. Ensuite, il y a une partie B où là, on va s'intéresser à l'extension spatiale de ces composantes. J'ai oublié de mettre un petit point d'interrogation. Et puis, il y a une troisième partie où là, on va expliquer l'extension spatiale de ces composantes et venir à notre question de géographie centrale. Pourquoi ça là et pas ailleurs? Et l'exercice ici que je vais vous présenter, il s'intègre au point A, c'est-à-dire observer, identifier quelles sont les composantes du territoire. Alors, pour moi, c'est important de prendre du temps d'observer avant d'analyser, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on va trop vite vers l'analyse de cartes, etc., et on prend pas le temps d'observer. Donc, le globe virtuel, ici, dans ce cas-ci, il va être utilisé comme outil d'observation pour poser un diagnostic, et c'est à l'aide du diagnostic, après qu'on va pouvoir identifier l'extension spatiale des composantes qui ont été observées et d'expliquer pourquoi elles sont là. Donc l'exercice ici, c'est vraiment au tout début de la séquence. Je vais peut-être vous présenter un exemplaire de la séquence et vous rassurer que cette séquence, elle sera disponible prochainement via la FG Pro. Alors pour ça, il faut que je vienne dans Partage. Je vais stopper le partage de mon PowerPoint et je vais vous partager plutôt ma séquence. Voilà. Donc voici mon début de séquence et une introduction où d'abord ils ont un reportage de 20 minutes à regarder chez eux. Alors cette année 2020-2021, il faut savoir que l'Arctique, en fait, je vais la voir dans 2 années. Je vais la voir en 5e avec le nouveau programme et je vais voir en 6e avec l'ancien programme. Donc en 6e, la question de recherche qui sera donnée après la vision du reportage, ce sera sur les rivalités d'intérêt, donc exploiter ou protéger. Et en 5e, ce sera sur l'accès aux ressources halieutiques, gazières, pétrolières dans les fonds océaniques. Ensuite, j'effectue toujours un petit exercice de localisation avec le 60e parallèle nord, le cercle polaire, les États qui occupent un territoire au nord de ce parallèle, les océans qui sont représentés sur le fond de carte que je leur fournis, les continents et enfin les 3 biomes qui sont présents en Arctique,
qui doivent être vus avec le nouveau programme, à savoir la forêt boréale, la toundra et l'Inland 6. Et alors, vous voyez en C, l'idée c'est de réaliser un diagnostic qui s'appelle AFOM, hein, atout, faiblesse, opportunité, menace, pour les 6e, et en 5e, je vais vous montrer que j'ai reformulé la question pour s'adapter au nouveau programme. Donc, l'exercice que je vais vous présenter ici, il s'effectue vraiment au tout début de la séquence. OK? Alors, je vais pouvoir, hop, quitter ici le partage et revenir à ma diapositive. Hop là. Tac. Voilà, et je vais mettre en grand. Donc, le globe virtuel que je vais vous présenter, il est composé de repères, et il y en a 24 qui sont disposés tout autour de l'océan Arctique. Et pour chaque repère, j'ai associé une vidéo, et ces vidéos, elles doivent nous permettre aux élèves d'identifier des atouts et des contraintes pour l'accès aux matières premières et à l'énergie, et également d'identifier, pourquoi pas, des potentialités, vulnérabilités engendrées par l'exploitation des matières premières. Alors, pourquoi j'utilise des vidéos au début? Parce que je trouve que les vidéos, ça permet de montrer la richesse du terrain. C'est plus dynamique, c'est plus attractif que des cartes et des photos que je vais utiliser après, je vous expliquerai après. Je trouve que c'est aussi plus approprié pour accrocher les élèves, et surtout, les vidéos, elles permettent de donner de la vie au territoire. Ok? Donc, les territoires, c'est des zones qui sont des espaces qui sont vécus. Et donc, je trouve que c'est important de montrer qu'il y a de la vie. Parce que si on regarde uniquement le globe virtuel, on a l'impression qu'il se passe rien en Arctique. Hein, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, le globe virtuel, ensuite, je vais le réexploiter pour davantage apprécier les distances, les surfaces, l'occupation du sol et consolider les notions du programme. Ça, je reviendrai ensuite après avec vous. Ok. Alors, peut-être les vidéos que j'insère dans ces repères, j'ai des critères de sélection. Pour moi, elles ne doivent jamais faire plus de 8 minutes parce que à chaque vidéo est associé un élément, soit un atout, soit une contrainte, soit une potentialité, soit une vulnérabilité. Et donc, les vidéos plus courtes, ça va permettre d'accumuler davantage d'informations pour une période de 50 minutes. Ensuite, j'essaye de trouver des vidéos qui sont issues de médias avec une expertise dans le domaine de l'investigation, soit des agences de presse comme l'AFP ou des chaînes de télévision publiques. J'aime beaucoup utiliser les vidéos de France Télévisions. Je trouve que elles sont quand même toujours très bien faites. Ensuite, vous verrez que dans le globe virtuel, il y a aussi des vidéos qui sont issues d'universités avec là une expertise scientifique comme une vidéo de l'université d'Ottawa, l'université de Liège, notamment pour les éoliennes qu'on veut installer le long du Groenland. Et puis donc, voilà, comme je disais, ces vidéos, elles doivent pouvoir répondre au programme forcément et identifier des atouts contraintes pour exploiter les ressources et présenter des potentialités vulnérabilités. Alors, ces vidéos, je les mets pas n'importe où, hein. Je les mets à des endroits où les images ont été filmées, si possible, ou alors si c'est des vidéos plus généralistes, je vais aller mettre les vidéos dans des endroits où il n'y a pas encore de point de repère pour que les élèves puissent apprécier l'entièreté du territoire. Voilà. Alors, avant de vous faire tester l'exercice, je vais vous présenter ce globe virtuel. C'est quand même l'objectif. Hein. Hop, tac. Et je vais ici présenter mon... Hop là, tac. Tchac. Oui, on peut... Non, pas encore le second sondage. Pas encore. Voilà. Donc, voici mon globe virtuel. Ok, avec tous les repères. Alors, il faut savoir qu'il y a 6 ans, quand j'ai débuté la séquence, il n'y avait que 10 repères. Et au fur et à mesure du temps, j'en ai rajouté parce que l'actualité a fait que il y a des événements qui se sont produits. Donc, au fur et à mesure du temps, je complète mon globe virtuel. Puis, il y a des vidéos qui disparaissent aussi parce qu'elles sont plus en ligne, donc je dois les remplacer. Donc, c'est quelque chose qui est très mouvant et qui s'actualise chaque année. Et c'est quand même une possibilité, j'y reviendrai dans l'analyse réflexive du globe virtuel, c'est que ce soit toujours d'actualité. Donc, vous avez ici le nom de mon globe virtuel, c'est Arctic Diagnostic, avec toutes les vidéos, tous les repères qui sont associés pour chaque vidéo. Voilà. Et nous, on va en regarder une
ça va. Parce que si on doit regarder les 23 vidéos, ça risque de prendre du temps et les élèves m'ont avoué que ils regardent jamais les 24 vidéos, ils en regardent 10-15 et ça leur suffit. Et puis s'ils regardent 10-15 vidéos, chaque fois des vidéos différentes, ben, au final, on arrive à avoir l'entièreté des informations qu'il nous faut en tant que professeur. Bon. Alors, pour l'exercice. Ah oui, juste, ben, ici, ce qui a une fonctionnalité avec Google Earth Online, c'est qu'on peut rajouter, hop, et ça j'ai découvert récemment, le quadrillage, voilà, avec les latitudes et les longitudes. Et dans ce cas-ci, pour l'Arctique, c'est intéressant vu que on a le cercle polaire qui est présent et on voit que toutes mes capsules vidéo ben, sont au-delà du cercle polaire de l'Arctique. Donc, on est bien face à cette zone-là. Et je vais vous demander, on va regarder une vidéo ensemble. Hop, tac. Voilà, je la lancerai après. Mais vous allez regarder cette vidéo et vous allez répondre à un questionnaire parce que l'idée, c'est de se mettre en situation élève. Et je vais vous demander, au travers de cette vidéo qui va durer 3 minutes, d'identifier des atouts et contraintes pour accéder aux matières premières et également d'identifier, si possible, des potentialités et vulnérabilités engendrées par l'exploitation de ces ressources. Pour ça, je vais vous transmettre un formulaire en ligne. Voilà. Tac, je vais vous envoyer le lien. Copier. Non, c'est pas ça. Voilà. Copier. Tac. Je vais revenir à mon truc. Voilà. Je vais le partager dans le chat pour tout le monde. Voilà. Tac. Voilà. Vous avez maintenant accès à un formulaire en ligne. Je vais le regarder avec vous. Voilà. Donc vous avez accès à ce formulaire en ligne et je vais vous demander de dire déjà au travers de la vidéo. Alors vous allez avoir plusieurs réponses possibles, donc il faudra renvoyer plusieurs fois le formulaire. D'abord donner le type, est-ce qu'il s'agit d'un atout, d'une contrainte, d'une potentialité ou d'une vulnérabilité que vous avez identifié, et puis d'indiquer votre réponse. Moi, une fois que je vais collecter toutes ces réponses au travers d'une feuille de calcul, et ces réponses, ensuite, je vais les mettre dans un nuage de mots pour voir un peu ce qui ressort principalement de la vidéo. OK? Voilà, oula. Hop, tac. Donc, est-ce qu'on peut me dire si je peux lancer la vidéo? Hop, je vérifie. OK, je vais lancer la vidéo. Donc, vous avez ici le globe virtuel. Alors, on clique sur lire et on va tout de suite se rendre sur la première vidéo avec la vue que j'ai prédéfinie. Donc, cette vidéo, en fait, elle se passe dans la ville de Norilsk, au nord de la Russie. Donc, si je dézoome, vous voyez, on est vraiment dans l'extrême nord de la Russie. C'est considéré comme la ville la plus polluée du monde. Alors, on voit tout de suite, hein, c'est assez impressionnant de se dire que là-bas, on a des industries comme ça, perdues au milieu de nulle part, avec, on voit très bien la fracture au niveau de la nationalité, la zone industrielle ici, la zone d'habitat là. Et si on va un petit peu plus au sud, vous allez vous rendre compte ici qu'on a une mine qui est présente. C'est une mine de nickel dans cette ville-là. Et donc, on va transformer les matières premières dans les usines qui sont là. Et vous voyez qu'au repère, j'ai associé une vidéo que je vais maintenant diffuser. Et à vous, je vous laisserai à l'issue de la vidéo 5 minutes pour compléter le formulaire. Il faudrait, c'est que vous ayez un papier, du crayon pour noter vos réponses par rapport aux atouts contraints pour accéder aux matières premières et à l'énergie, et noter aussi les potentialités, vulnérabilités engendrées par l'action de l'homme. Alors je lance. Voilà.
Voilà. Donc maintenant que la vidéo est vue, je vous invite à noter les réponses dans le formulaire en ligne. Donc il y a plusieurs réponses en fait possibles à l'aide de cette vidéo. Donc vous pouvez réencoder plusieurs réponses et bien définir si c'est un atout, une contrainte, une potentialité, une vulnérabilité et d'introduire votre réponse. Je vous laisse 2 minutes pour faire ça. Comme ça, moi après je peux faire le nuage de mots. Je vois qu'il y a 22 réponses. Encore 1 minute. L'objectif ici, c'est pas de trouver tout, hein, mais c'est de pouvoir de comparer un petit peu vos réponses. 46 réponses. « 56. Alors, je vais... Je vais stopper le formulaire. Je vais encoder vos réponses. Oula, comme 78. Hop. On va voir ce que ça donne dans le... Voilà. Check. Je vais télécharger le nuage quand même. Tac. Pendant ce temps-là, je propose de... Oui, oh oui, ça peut être sympa. Voilà. Donc vous avez numérique lors de vos cours. Est-ce que vous êtes... Voilà. Alors, je vais, voilà, j'ai mon nuage de mots. Je vais vous partager. Avant de partager, peut-être voir l'état du sondage, si tu veux bien. Ah ouais, attends, je vais répondre. Vos élèves ont-ils déjà produit un fichier numérique lors de vos cours? Et j'ai pas on n'a pas encore le résultat. Ah oui, voilà. Le 50-50. Ouais, c'est ça. 17 oui et 18 non. Donc on voit que c'est bien, il y a quand même déjà pas mal de profs qui amènent les élèves à devenir producteurs de numérique, hein. Je pense que c'est un défi important. Et 18 qui sont encore dans la phase consommateur, et on va leur montrer qu'il y a quand même facilement moyen de faire passer les élèves en producteurs de numérique. Alors je vais partager le nuage de mots. Tac, tac. Voilà, donc vous voyez bien le nuage de mots? Oui, je pense. Hein. Donc on voit que le mot permafrost est revenu le plus souvent. Donc effectivement, la fonte du permafrost qui engendre des dégâts sur les infrastructures, et par conséquent, ici dans ce cas-ci, c'était la cuve qui contenait du diesel qui s'est cassé, et ce diesel qui s'est déversé dans d'abord le sol et puis qui a atteint la rivière à côté de la ville. Et donc on a le mot pollution qui est revenu plusieurs fois. Donc ça forcément c'est une vulnérabilité de l'exploitation des ressources en Arctique, c'est la pollution des sols et des rivières. On a
le mot isolé et accès, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que l'Arctique, c'est une zone qui est isolée et difficilement accessible, comme l'indiquait la vidéo. Et donc, c'est plus difficile pour aller soit réparer des bâtiments ou aller nettoyer des zones, mais aussi pour exploiter. Donc ça, c'est une contrainte à l'accès aux matières premières et aux ressources, c'est l'isolement et l'accessibilité difficile de la zone. Donc on a à la fois des contraintes pour l'accès aux ressources, on a des atouts avec la présence de mines et de nickel notamment, mais là c'était pas présenté explicitement le nickel, mais on a les mines. Et alors on a bien des vulnérabilités. Ici dans ce cas-ci, c'était les pollutions de la rivière à côté de la ville. Donc vous voyez qu'au travers d'une vidéo de 3 minutes seulement, eh ben, on sait déjà identifier à la fois des atouts, des contraintes et des vulnérabilités. C'est pour ça que moi, je mise vraiment sur des petites vidéos très courtes, parce qu'en plus, c'est une phase d'observation. Ça va nous permettre d'identifier toutes les composantes du territoire. Et par la suite, après, ben, je vais analyser avec eux l'extension de toutes ces composantes, notamment l'extension du permafrost, l'extension des zones polluées, etc., pour analyser alors après pourquoi ça se trouve là et pas ailleurs. Ok, donc on est vraiment dans une phase d'observation et mon globe virtuel jusqu'à présent, en fait, c'est un support à des vidéos qui permettent d'observer, mais j'ai pas encore utilisé le globe virtuel en tant qu'observation de l'occupation du sol, par exemple, ou pour apprécier les distances et les formes, ça se fait après. C'est vraiment une phase d'observation à l'aide de vidéos. Ok. Alors, je vais revenir maintenant à mon PowerPoint. Je vais revenir ici. Non, c'est pas là. Il faut chaque fois jongler un petit peu. Renaître, diagnostic, bim. Voilà. Alors, donc on vient de faire le test. Je vais le mettre en. Le test de l'exercice à partir d'un repère du globe du virtuel. Donc, on a déterminé ici des contraintes et on a déterminé des vulnérabilités. Maintenant, ce qu'on va faire, hop, oui, donc voilà, résultat sous forme de nuage de mots. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu, ben tiens, qu'est-ce que les élèves produisent à la fin de la vue de toutes ces vidéos et confronter les productions d'élèves avec le nouveau programme. Pour ça, l'avantage, c'est que l'année passée, j'ai fait cette séquence à distance. Donc, les élèves ont tous dû m'envoyer leur grille déjà faite. Et j'ai eu l'astucieuse idée de ne pas tout supprimer, ce qu'ils m'avaient envoyé. Donc, je les ai encore. Ça, je remercie. Et ça se trouve là. Hop, voilà. Je vais simplement vous partager maintenant, du coup. Tac, ici. Voilà. Voilà, vous avez ici, je vais vous partager 3 travaux. Donc d'abord, j'ai mis chaque fois une astérisque pour arriver à une grille qui est facilement lisible. Voilà, je vais mettre en plus grand. Donc voici par exemple le type de grille. Alors ici, c'était évidemment pour la 6e, où là je demandais de faire un diagnostic atout, faiblesse, opportunité, menace. C'est je vais reformuler la question pour la 5e, comme je viens de le faire avec vous. Au lieu d'avoir atout, faiblesse, opportunité, menace, je vais avoir atout, contrainte pour accéder aux ressources et je vais avoir potentialité, vulnérabilité engendrée par l'exploitation des ressources. Mais on voit tout de suite qu'une élève, par exemple, elle met présence dans de nombreuses ressources, le pétrole, le gaz, le carbone, dans la banquise. Donc en fait, on voit que elle n'a pas compris avec les vidéos ce qu'était la banquise. Okay, et donc ici, on voit que je suis obligé par la suite de revenir sur, pas toutes les vidéos, mais je reviens sur chaque grille d'élèves pour aller reconsolider des notions qui ont été introduites à l'aide des vidéos. Par exemple, le mot banquise, il n'est pas du tout compris ici par l'élève. Par contre, elle a bien identifié que c'est des conditions de vie qui sont difficiles. Suite à l'isolement, il fait froid, les personnes sont isolées, donc c'est une contrainte que vous venez de dire. Il y a une vidéo sur plutôt la faune avec les ours polaires, les phoques, etc. Et puis, il y a aussi des vidéos qui traitent, par exemple, de la fonte des glaces, qui est une notion qui doit être vue
dans le nouveau programme. On doit aussi également voir le changement de régime des pluies et des précipitations. En Arctique, on peut aborder le changement de régime des températures avec notamment l'albédo global de la région qui diminue vu qu'il y a moins de glace, il y a moins de réflexion des rayons du soleil et à l'inverse, il y a plus d'absorption, donc on va avoir un réchauffement plus important de la région d'Arctique que par exemple des régions tempérées comme chez nous, et comme l'indique ici l'élève, la température globale de la région augmente. Et j'avais également mis des vidéos plutôt sur les virus, parce que voilà, avec le Covid, etc., il y a des virus qui refont surface suite à la fonte du permafrost. Et ce permafrost fond affaisse les sols, comme on a pu le voir pour les cuves, mais également pour des routes, etc. Donc on voit qu'il y a des notions qui sont bien comprises par les élèves et d'autres où il faut absolument rebondir dessus. Et pour rebondir, je vais faire réappel au globe virtuel et cette fois, observer davantage l'occupation du sol, revoir pourquoi pas l'une ou l'autre vidéo pour consolider les notions qui doivent être vues. Donc ça, c'est un exemple ici que vous avez. Je vais aller en 6B. Ici, c'est un Google Doc qu'ils m'ont envoyé. Voilà. Donc on parle ici, par exemple, ici j'ai ouvert Google Doc parce que l'élève, voilà, il parle de montée du niveau des mers à cause du réchauffement climatique et donc fonte des glaces. Ici, il y a un lien qui ne va pas. C'est d'abord la fonte des glaces qui engendre, c'est le réchauffement climatique qui engendre la fonte des glaces, qui engendre la montée du niveau des mers. Et il faut aussi distinguer ce qu'on entend par glace, parce qu'il est en Arctique, on a les glaces de mer avec la banquise, et puis on a les glaces continentales avec les glaciers. Ça, c'est quelque chose d'important parce que le niveau des mers est lié à la fonte des glaces de terre et non à la fonte de la banquise. C'est quelque chose aussi que pas seulement les élèves, mais la majorité de la population ne connaît pas et a tendance à dire que la banquise fond, il y a élévation du niveau des mers, c'est faux. C'est la fonte des glaces continentales qui engendre la hausse des mers, mais c'est pas la fonte de la banquise. Donc, vous voyez que au travers de toutes ces grilles, on peut facilement rebondir sur les notions à revoir au niveau du programme. Et alors, je vais peut-être présenter encore une troisième production d'élèves. J'ai pris des productions numériques, pas des photos, parce que c'était un peu cracra. Voilà. Mettre en grand. OK. Donc ici, on voit les menaces, la fonte des glaces se fait ressentir 2 fois plus fort là-bas. Donc il faut expliquer aux élèves pourquoi le réchauffement climatique est plus important en Arctique qu'ailleurs. Et donc là, on fait référence à l'albédo. Comme il y a une fonte des glaces, les icebergs se détachent plus facilement. Et là, il faut aussi montrer que ces icebergs, au final, ils vont fondre et contribuer à l'élévation du niveau des mers. Il y a une émission de CO2 et de mercure, mais pourquoi? Ça, il faut voir avec eux qu'est-ce que c'est le permafrost, qu'est-ce qu'il contient. Donc vraiment, ce globe virtuel et ses repères, ils sont là pour introduire des notions, mais c'est pas avec le globe virtuel que je peux dire que les élèves savent les notions. Non, je suis obligé par la suite de revenir dessus. Et ensuite, tous ces éléments qu'ils auront identifiés, on va les analyser avec des cartes pour voir leur extension dans l'espace. Parce que en regardant uniquement le globe virtuel, par exemple, donc je quitte, mais ça c'est intéressant, en regardant le globe virtuel, où se trouve le permafrost? Impossible de dire où est-ce qu'il y a du permafrost dans la zone. C'est pas avec le globe virtuel que je peux le dire. Idem pour la banquise. On la voit pas la banquise sur le globe virtuel. Okay? Donc, je suis obligé de faire après référence à des cartes, à des photos, pour observer la dimension spatiale alors de tous les éléments qui sont présentés dans les vidéos. Voilà. Alors, maintenant, si on revient un petit peu du coup avec le programme. Donc ici, j'ai pris le programme de l'officiel. Donc on a bien ici, à l'aide du globe virtuel, on travaille les deux concepts ici, atout, contrainte, potentialité, vulnérabilité. Et à l'aide du globe virtuel et des repères, je peux travailler ici les notions avec notamment les aléas naturels, les glissements de terrain liés à la fonte du permafrost, différenciés d'une coulée de boue aussi, l'érosion du littérol, également liée à la fonte du permafrost. Et puis je peux voir aussi les effets du changement climatique avec la fonte des glaces, en distinguant bien
glace continentale et glace de mer, l'élévation du niveau des mers, liée à la fonte des glaces continentales, puis aussi à la dilatation thermique des océans. Et je peux aussi voir avec les globes virtuels le changement de régime des pluies et des températures. Et je peux aussi faire référence au sous-sol, aux mines, hein, comme on va revoir un peu ce que Dana avait mis dans sa grille en 6e là. Présence, donc je vais mettre en grand. Hop. Elle met présence de nombreuses ressources dans la banquise. C'est évidemment pas dans la banquise, hein, tout ça. C'est dans le sous-sol qu'on retrouve ces ressources. Et pour accéder à ces ressources, on construit des mines. Donc, on peut rebondir vraiment très facilement sur pas mal de notions à l'aide de l'Arctique et du globe virtuel. Voilà. Alors, je reprends maintenant mon cours des événements. Voilà. Tac. Je reprends mes diapositives. Voilà. Donc, on vient de comparer des productions d'élèves et on vient de confronter avec les attentes du nouveau programme. Voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà, ici, je rappelle, hein, le diagnostic permet d'installer des notions qui doivent être consolidées par la suite à l'aide du même globe virtuel en classe pour conserver un cadre identique. Okay. Donc les notions observées doivent être corrigées pour procéder ensuite alors à l'analyse spatiale. Okay. Et c'est cette analyse spatiale qui va par la suite mettre en évidence des inégalités d'accès aux matières premières et à l'énergie en observant alors cette fois à l'aide des cartes le premier concept qui est continuité et discontinuité. Ici, je vais vous montrer le type de carte que je fournis aux élèves pour procéder alors à cette analyse. Hop, je vais revenir sur mon il me trouve pas mon, je vais, voilà, partager. Donc voilà l'exercice, la forme, celle-ci. Et donc après, je procède à l'analyse des dynamiques spatiales en Arctique avec des cartes à l'aide du dossier. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. J'aurais dû l'ouvrir plus tôt. Mais là, j'ai l'impression que ça se lance. Toujours le stress. Sinon, je vais le rechercher dans mon ordinateur. Hop. Ah, voilà. Tac. Voilà. Non. On ne voit plus, mais... J'ai perdu le... Non, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais vous partager les cartes avec Word. Je vois que Anne demande la parole. Ici, comment est-ce que je te donne la parole, Anne? Elle allume son micro, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Anne. Ok, vas-y, Anne. Là, j'entends. Oui, pendant que ton fichier se chargeait, je proposais Ouais. que tu répondes à l'une ou l'autre question. Et donc, la Ouais. première, c'est qu'est-ce qui te fascine en Arctique? Ah, et ce qui me fascine en Arctique, ce que j'adore, c'est l'isolement de la région. Quand on part là-bas, moi j'étais parti 10 jours, en revenant, j'ai l'impression d'être parti 3 mois. Et en fait, quand on regarde peut-être juste un globe virtuel comme ça, on a l'impression qu'il se passe rien. Mais c'est une des régions où le réchauffement est le plus prononcé. Donc il y a énormément d'enjeux là-bas, avec plein de choses qui se passent. Le Groenland, par exemple, qui voit davantage de ressources accessibles. Et donc, nous, en tant qu'Occidentaux, on aurait envie qu'on protège la zone. Les Groenlandais, ils n'ont pas du tout cette vision-là. Eux, ils en ont marre de vivre dans la glace et ils ont envie d'exploiter ces ressources.
Donc c'est un territoire qui paraît isolé comme ça, avec des populations qui sont isolées et qui maintenant voient le réchauffement, et certains voient le réchauffement d'un bon œil parce que leur isolement diminue et ils ont accès à beaucoup plus de ressources. Ils peuvent faire des champs maintenant, ils peuvent cultiver, ce qui est important pour eux. Donc il y a vraiment un grand enjeu là-bas en Arctique et c'est ce qui me fascine. Ouais. Et une deuxième question, enfin, quand tu as le fichier, est-ce que Ouais, c'est facile de trouver des vidéos ou est-ce que c'est une grosse recherche? je dirais que ça demande quand même. Il suffit pas de taper Arctic permafrost dans YouTube. Il faut vraiment prendre le temps, déjà de filtrer, de regarder qui a publié la vidéo, si c'est un amateur ou si c'est des professionnels. Là, ça permet déjà de présélectionner. Et puis il faut regarder les vidéos et voir si elles s'adaptent au niveau des élèves. Donc effectivement, ça demande un certain temps, mais sur YouTube, il y a quand même une richesse exceptionnelle de vidéos. Et donc, j'ai quand même réussi à trouver les vidéos que je voulais. Voilà. Deux questions ici. Une question concernant la durée de la séquence et Oui, une question concernant la durée du travail à domicile cette année. ok. Donc, la séquence, elle s'étale sur 12 périodes de cours. Donc, ça fait 6 semaines. Voilà, en général, je la débute après les vacances de Pâques et je la finis fin mai, début juin pour les examens. Et l'exercice ici, par rapport au globe virtuel, j'ai demandé aux élèves de s'en tenir à 50 minutes de vision et d'observation. Voilà. Alors, puisque tu parles de globe virtuel, justement une question. Mhm. Combien de repères, donc ce sont les points qui sont sur le projet, est-ce que tu conseillerais? Est-ce qu'une dizaine ça suffit? Est-ce que 24 c'est de trop? Bon. Il faut toujours se freiner, on sait comme géographe curieux, on doit Ouais, toujours faire régime. voilà. Donc, moi, je dirais qu'avec 10 repères, il y a déjà moyen de bien travailler. Et comme je dis, moi, au tout début, mon premier globe virtuel, il y avait 10 repères. Et puis, je l'ai ajouté parce que je me suis intéressé. Et puis, il y a des vidéos qui sont de plus en plus actuelles, intéressantes. Donc, maintenant, il fait 24. Il y a 24 repères, mais je ne demande pas aux élèves de visionner les 24 repères. C'est beaucoup trop. Et je pense que je vais me calmer parce que ça commence à être beaucoup trop. Voilà. Il y a encore une enfin, il y a encore quelques questions, mais j'en Ouais. prends une et puis je te relance. Une question par rapport au travail que tu as demandé et par rapport à la grille AFOM. Est-ce que tu Ouais. peux relier les deux et tu trouves que c'est une autre formulation, mais qui est proche? Le travail que j'ai demandé au prof et ici pendant l'exercice et la grille à forme, c'est ça? Mhm. Oui, Oui, donc l'appellation est différente, mais ouais. est-ce que tu considères que sous des formulations un peu différentes, c'est la même logique qui est en Non, route? non, parce que une grille à forme, s'il faut bien distinguer dans la grille à forme, ce qui est intéressant en fait, c'est que dans les atouts faiblesses, c'est les atouts faiblesses à l'intérieur du territoire qui sont présents dans le territoire et les opportunités et les menaces, c'est des éléments qui sont externes au territoire et qui vont influencer le territoire. Donc il y a des éléments internes et des éléments externes dans la grille à forme que ici dans l'exercice qu'on a fait dans le cadre de l'atelier. Et je trouve qu'il est en fait plus facile pour les élèves, c'est vraiment identifier des atouts et des contraintes et identifier des potentialités, vulnérabilités. Et il y a plus cette notion de est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, parce que dans le cas de l'Arctique, c'est le réchauffement climatique global qui influence. Donc, est-ce que le réchauffement climatique global, on le met en tant qu'élément extérieur ou est-ce que c'est un élément intérieur? Ça a toujours perturbé les élèves, en fait, ceci. Et donc, le fait de passer par atout, contrainte, potentialité, vulnérabilité, ça va rendre l'exercice plus facile, je pense. Une dernière vision, est-ce que tu pourrais illustrer potentialité? Oui, potentialité, ce serait avoir les potentialités engendrées par l'accès aux matières premières. C'est déjà avoir plus de matières premières, d'offrir des emplois, d'offrir des revenus à la population, comme je viens de le dire pour les Groenlandais. Les Groenlandais, jusqu'à présent, ils n'avaient pas beaucoup d'activités économiques, et maintenant, avec la fonte des glaces, ils vont pouvoir accéder aux zones pétrolières, ils vont pouvoir accéder à des zones de culture. Donc ça, c'est des potentialités. Ok, merci.
Je prendrai Voilà. les autres questions dans un second temps. Merci. Ça va, ok. Donc je vais ici vous présenter le dossier de carte qui va permettre d'analyser l'extension spatiale de ces composantes qu'on a observées avec les vidéos. Donc il y a par exemple des cartes sur les routes maritimes en Arctique. Il y a des cartes encore sur les routes maritimes, mais cette fois à l'échelle du monde. Il y a des cartes sur les zones d'hydrocarbures, donc le pétrole, le gaz. Il y a des cartes sur l'extension du permafrost, important, hein, ici. Il y a une carte sur l'extension de la banquise, sur l'évolution de la banquise au cours du temps. Voilà. Il y a une carte sur l'évolution du trafic maritime dans l'océan Arctique au niveau des croisières touristiques. Il y a une carte sur l'accès aux zones de pêche. Il y a une carte ici que j'ai mis, c'était pour montrer le déracinement des forêts suite à la fonte, un schéma plutôt, suite à la fonte du permafrost notamment et la libération de mercure. Là. Et cette carte aussi intéressante, c'est pour montrer la zone de libération d'iceberg au large du Groenland et du Canada, en plein dans une zone de navigation. Donc, important aussi à prendre en compte la libération d'iceberg. Voilà, donc ça c'est le dossier de carte que je mets après le globe virtuel pour voir l'extension et l'analyse alors des composantes. Ça va ? Voilà. Alors je vais reprendre mon petit défilé pour accélérer un peu parce que je pense que hop, on doit accélérer un petit peu. Voilà. Alors les avis des élèves, oui, je voulais vous montrer un petit peu. Donc en fin d'année, moi je montre toujours, je donne toujours aux élèves leur avis par rapport à mon cours. Donc ici, c'est pas spécifiquement sur la séquence, malheureusement, c'est sur l'entièreté du cours. Et donc j'ai été reprendre, voilà, un commentaire qu'une élève avait fait par rapport ici au cours. Donc si je vais ici, voilà. Donc je leur demande toujours à la fin en fait de définir la géographie au bout du cursus. C'est toujours intéressant. Et alors je leur demande mais qu'est-ce que vous avez apprécié dans le cours. Donc je reviendrai pas sur tout ça, mais il y avait le dernier commentaire que je trouvais intéressant. Je vais l'agrandir un peu, c'est Alessia. Voilà. Tac. Elle indiquait, voilà, en apprendre plus sur le fonctionnement de la planète, les plaques tectoniques, le permafrost, l'autorégulation de la température terrestre et volcan, et sur les difficultés rencontrées par les populations aux quatre coins du monde. Et puis elle met, j'ai particulièrement aimé l'activité avec toutes les vidéos sur Google Earth. C'était intéressant de visualiser précisément où se déroulait chaque situation rencontrée et très ludique. Et donc je trouve que c'est vraiment la plus-value du globe virtuel et d'y intégrer les vidéos parce que les élèves peuvent voir où ont lieu les vidéos. Parce que si on les met comme ça simplement en classe, on ne sait jamais où vraiment ça a lieu sur le globe, tandis que là, c'est vraiment pointé du doigt. Et je pense que c'est quand même une plus-value de ce globe virtuel. Par contre, dans ce qu'ils n'ont pas apprécié, j'ai pas vu de commentaires par rapport à l'utilisation de ce globe virtuel. Donc, je pense que, selon moi, les élèves ont bien apprécié cette activité. Voilà. Alors, si je reprends, hop, mon cursus, tac, partager, bim. Voilà, alors voilà, on touche tout doucement à sa fin. L'analyse réflexive sur les globes virtuels que je peux faire maintenant. Alors, comme je l'ai dit, j'ai identifié ce que je trouve de positif et négatif. Alors, dans le positif, je trouve, outre que les vidéos sont repérées directement sur le globe, c'est un globe virtuel, c'est bien un globe, donc ça va permettre d'apprécier les dimensions de la Terre sans déformation, et c'est utile dans le cadre de l'Arctique pour pouvoir comparer les routes maritimes entre les routes maritimes qui vont pouvoir passer par l'Arctique au large de la Russie et au large du Canada, et les routes maritimes qu'on emprunte actuellement par l'océan Indien, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Donc là, on voit davantage les distances. Un globe virtuel permet aussi de se familiariser avec le territoire qui sera étudié. Les élèves sont directement immergés dans le territoire. J'aime bien ce mot immergé. Le globe virtuel, il permet de mettre en place un temps pour observer. Comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est une phase d'observation pour situer les phénomènes et les notions avant de les analyser et analyser leur extension dans l'espace.
Ensuite, on voit que le globe virtuel, il est interactif et il peut être composé pas seulement de vidéos, on peut le composer de photos, de liens IRL, je reviendrai un peu après. Et un globe virtuel, comme je le montrerai, il est collaboratif, il évolue dans le temps. Donc, il est jamais fixe, il évolue perpétuellement et donc il est toujours d'actualité. Maintenant, dans le négatif, un globe virtuel, ça ne remplace pas une carte ni une sortie sur le terrain. Comme je vous l'ai dit, pour voir la banquise, je ne peux pas utiliser le globe virtuel. Je dois faire appel à des cartes. Idem pour le permafrost. Je ne peux pas le voir avec du globe virtuel. Je dois, pour ce faire, soit utiliser une carte, mais même je peux même pas vraiment apprécier de savoir ce qu'est le permafrost. L'idéal, ce serait d'avoir une photo ou carrément d'aller sur le terrain et de se rendre compte que quand je veux faire un trou, je n'y arrive pas parce que le sol, il est gelé. Alors, un globe virtuel, il n'indique pas toujours l'extension spatiale des notions et des phénomènes observés. Donc, on doit faire appel aux cartes pour observer les inégalités. L'occupation du sol, malheureusement, elle ne rend pas toujours compte des dynamiques spatiales, donc comment ça bouge dans l'espace, dans le temps. Hein. Ici, le globe virtuel, en tout cas en ligne, il y a un temps qui est fixé. Par contre, si vous utilisez le globe virtuel, le logiciel Google Earth, comme on le connaît depuis le début, là, on peut aller faire appel à des cartes plus anciennes et là, on peut voir les dynamiques dans l'espace. Et enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que les élèves ont tendance, en fait, à tout de suite cliquer sur les repères et à regarder les vidéos et ils regardent pas l'occupation du sol, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réexploiter le globe virtuel par la suite pour corriger et réexpliquer les notions. Voilà. Alors, voilà, j'avais prévu, Anne, une petite séance de questions-réponses maintenant, avant que François, voilà, tu as déjà, François, envoyé le sondage sur consommateur, acteur, donc je vais rebondir tout de suite après sur comment on construit un projet, puis on touchera à la fin. Donc, quelques questions ici, Loïc. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Ouais. Donc, il y a une question sur comment concrètement c'est mis en place en classe. Est-ce que les élèves font l'exercice de compléter la grille à la maison? Cette année-ci, oui, on l'a compris. Comment faisais-tu les autres années? Ça, c'est une question. Une question concernant le globe virtuel. Ce serait intéressant que tu montres comment il peut être collaboratif, si c'est pas trop compliqué de montrer ça. Parce que ça, c'est intéressant. On pourrait imaginer, moi j'ai déjà utilisé le globe virtuel, mais je ne disais pas que ça pourrait être utilisé par plusieurs personnes en même temps pour construire. Et puis une question plus programme sur continuité, discontinuité. Voilà, 3 questions pour l'instant. Ouais, ok. Par exemple, je vais prendre continuité, discontinuité. Pour ça, en gros, c'est observer, par exemple, comment s'étend le permafrost en Arctique et où il s'arrête. Donc, si je prends, je vais peut-être repartager mon... Est-ce que j'ai... Ah non, j'ai évidemment... Je l'ai... Ah là, je l'ai éteint. Voilà. Tac. Partager. Donc, par exemple, si je prends ici le permafrost, les continuités du permafrost, c'est qu'on a un permafrost qui est continu dans la zone mauve. Alors, vous avez 2 mauves. Il y a le mauve en clair avec l'extension actuelle du permafrost et on voit qu'il s'arrête à une certaine zone. Donc, la discontinuité, c'est vraiment la ligne qui est ici. Voilà. Okay. Et la continuité, c'est toute la zone en mauve. Attention, ici, le mauve, il y a le mauve actuel. Donc, c'est la limite ici du permafrost actuel, c'est le mauve clair. Et le permafrost qui aura en 2100, qu'on projette, là, c'est ce que vous avez en mauve foncé. Voilà, donc la continuité, discontinuité. La discontinuité, c'est là où s'arrête le permafrost, par exemple. Okay. Donc, en gros, une continuité, c'est une zone qui est occupée par un phénomène de manière continue. C'est comme en mathématiques, une fonction continue. Et le phénomène est discontinu quand on le trouve à certains endroits et pas à d'autres. Ouais, voilà. Par exemple, vous avez vraiment la limite de la banquise en 2003. Donc, on a la continuité, la zone continue de la banquise qui est à l'intérieur. Et puis, une fois qu'on passe la ligne, et on n'a plus de banquise. Donc, c'est vraiment une rupture
dans l'espace. Voilà. Alors, la deuxième question, Anne, oh là là, j'ai déjà oublié, j'aurais dû les noter. Donc, la deuxième question, c'était comment ça se passe concrètement en classe? Ah oui, voilà. Est-ce que les élèves complètent la grille à la maison ou en classe éventuellement? Oui. Donc, forcément, cette année, ils l'ont complété à la maison. Mais sinon, en fait, moi, j'ai répondu à l'appel à projet école numérique. Et il y a 3 ans, donc, j'ai pu obtenir 15 PC portables dans ma classe pour moi, pour la géographie. Et donc, je les rassemble par équipe de 2 élèves sur 15 ordinateurs. Et puis, je leur demande évidemment de venir avec des écouteurs. Parce que s'ils n'ont pas d'écouteurs, on va avoir du son de tous les côtés. Et donc, ils regardent gentiment les vidéos à leur guise en classe pendant 50 minutes. Voilà comment ça se passe. Et puis, l'heure suivante, alors à la fin de l'heure, ils me rendent une grille papier. Moi, je regarde la grille. Et alors, après, je corrige les notions qui sont pas bien vues en reprenant le globe virtuel, mais cette fois en phase collective. Voilà. Et puis, il y avait une troisième question plus technique par rapport au globe virtuel sur le mode collaboratif de réaliser un projet. Ok, ça, je voulais le présenter dans la prochaine partie. Donc, je propose de laisser à ce moment-là. Ça va? Très bien. Ok. Donc, voilà. François, tu avais le sondage. En fait, le troisième sondage, je pense que c'est pour les communautés d'apprentissage. Envisagez-vous d'utiliser l'outil. Moi, c'était. Ouais, ça, c'est dans 10 minutes, on va dire. Okay. Voilà, et là, le sondage ici, on a vu que vous étiez déjà plusieurs à demander aux élèves à produire des fichiers numériques. Et donc ici, je vais prendre un petit 10 minutes pour vous montrer qu'en fait, c'est très facile de demander aux élèves de produire un fichier numérique et on peut demander aux élèves de collaborer sur un seul et même fichier. Alors, je vais de nouveau donc partager mon globe. Tac, tac. Voilà, donc ça, c'est le globe virtuel entier. Donc, quand vous avez un compte Gmail, vu que c'est Google, vous avez accès à Google Earth. Donc, voici les 2 projets que j'ai, article diagnostic, et puis j'en ai un sur l'extraction du SIAB que je vais utiliser en début d'année. Alors, quand vous voulez produire un projet, vous y cliquez ici sur Nouveau projet. Vous allez cliquer sur Créer un projet dans votre Drive associé au compte Gmail. Ensuite, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler Congrès des sciences. Test. Et donc ici, je vais lui donner une petite description. Donc c'est un globe virtuel avec des repères. Voilà, ok. Et alors, je vais pouvoir, j'ai mon nom, etc. Je vais pouvoir aller rajouter des éléments, comme vous avez vu, des repères. Donc, soit on peut rajouter un lieu, soit on peut rajouter des repères, comme je l'ai fait. Et on peut aussi tracer une ligne et une forme. Alors, je vais vous présenter les 2 fonctionnalités et je vais aller près de chez moi. Voilà. Tac. Donc, cette année, en début d'année, en fait, ce que je vais demander aux élèves, c'est de comparer l'extension de la carrière qui se trouve près de chez nous, c'est la carrière de sable de Metzert, et de comparer son extension avec la carrière, la mine la plus grande d'Europe, qui se trouve à proximité de Liège, et qu'on voit très très bien de l'espace, qui est ici la mine d'Elsdorf. Ok. Donc, je vais rajouter dans mon projet une forme. Hop, je vais faire les contours de la mine d'Elsdorf, un peu là à l'arrache. Hop là. Voilà, je vais lui donner un nom. Donc c'est la mine Elsdorf. Voilà. Et qui est bien associé au projet Congrès des sciences. Avant de cliquer sur enregistrer, je vais dans modifier le lieu. Et si je veux rajouter une vidéo comme je l'ai fait, vous cliquez ici sur le petit appareil photo. Voilà. Et vous avez accès à plusieurs fonctionnalités pour importer soit des images depuis Google,
soit des vidéos depuis YouTube. Ça, c'est ce que moi je fais. Okay. Si vous avez un compte YouTube, vous pouvez chercher vos vidéos. Donc moi, j'ai un compte avec, j'ai une vidéo sur mon trekking au Groenland, par exemple. Vous pouvez aller chercher les vidéos qui seraient sur votre Drive. Okay. Et ça permet d'éviter la surprise que l'auteur de la vidéo l'a supprimée d'Internet. Donc, hop, vous aspirez la vidéo, vous la déposez sur votre Drive, et comme ça, elle disparaît jamais. Okay. Vous pouvez mettre des photos aussi, vos photos, ou des liens URL. Ici, dans ce cas-ci, la main d'Elsdorf, je vais rajouter une vidéo YouTube. Pour ça, je vais aller sur YouTube. Je vais chercher mine Elsdorf. Et j'ai une vidéo, par exemple, un drone, pour visualiser correctement la vidéo. Alors, comment je vais l'insérer? Je vais aller sur le bouton en dessous, ici, partager. Je vais copier le lien qui est là. Je vais retourner dans mon projet Google Earth. J'intègre le lien. Je lui demande de chercher. Il me trouve ma vidéo. Et je vais sélectionner là ma vidéo qui est liée au repère, à la forme. Je mets ici, c'est une mine de lignite, pour information. Voilà. Alors je peux définir la couleur de la bordure, je peux définir aussi la couleur de la zone, je vais mettre du bleu, on peut définir le pourcentage. Voilà. Okay. Je reviens, et maintenant j'ai dans mon projet ma mine Elsdorf et mon projet qui est dedans, avec, quand je clique dessus, ma vidéo qui est associée directement. Et l'idée, c'est de comparer la mine, par exemple, de demander aux élèves, repérer la plus grande mine d'Europe et comparer là, ensuite, avec la mine la carrière de Mézert. Ici, c'est une carrière de sable, donc c'est une carrière. Hop. Voilà. Je vais créer un nouvel élément, tracer une forme. Voilà. Donc ici, c'est la carrière de Mézert. Je vais dans modifier le lien du jour. Je peux aller chercher une vidéo. Bon, ici, il n'y a pas de vidéo sur la carrière de Mézert, donc je vais mettre une image. Carrière Mézert. Ouais, petite image ici. Je sélectionne. Hop, j'ai mon image. Je rajoute, je prends les bordures en mauve. Je vais définir la zone en rouge. Voilà. Tac. Et ici, je vais mettre, c'est une carrière de sable. Et je reviens. Voilà mon projet. OK. Alors, si je clique dessus, hop, j'ai ma photo qui est associée. Et alors, avec le bouton majuscule, vous pouvez aussi définir la vue que vous souhaitez enregistrer quand les élèves cliquent. Et ici, c'est intéressant, par exemple, pour moi, ici, la carrière de Mézert, parce que hop, cette carrière, tac, elle est dans la Cuesta. OK. Donc ici, ouais, voilà. Donc vous revenez sur le bouton, et puis vous avez un outil ici, capturer cette vue. Et comme ça, avec le relief, on voit que la carrière, elle est vraiment dans le creux de la Cuesta. Donc je clique sur capturer cette vue. Comme ça, quand les élèves vont cliquer, quand on clique sur ensuite carrière de Mézert, ça va se mettre automatiquement à cette vue-là. OK. Voilà. Donc voilà comment on produit un fichier. Vous voyez que c'est très facile, ça ne demande pas beaucoup de manipulation. Et alors ce que vous pouvez aussi faire, moi dans ma consigne, c'est de comparer les deux carrières en termes de dimension. Donc ils vont aller dans l'outil ici, la petite latte, et ils vont aller mesurer les dimensions de la carrière. Bon, malheureusement, voilà. Donc j'ai ma dimension ici, on va mettre en kilomètres carrés.
voilà, j'ai 0,17 km². Eh ben, je peux venir rajouter que ma carrière de Metzert, ok, elle fait 0,7 km². Ok. Et je vais aller comparer ensuite avec la carrière donc de Elsdorf. Déjà, rien qu'ici, tout petit et là très grand. Voilà, mine d'Elsdorf. Je vais mesurer les dimensions. Voilà. Hop. Ben là, ici, on est à 45 km². Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Ici, je vais pouvoir rajouter mine d'Elsdorf, mine de de 45 km². Alors, ici, vous voyez que en cliquant, hop, je peux redéfinir la vue que je veux. Bon, ici, malheureusement, quand je regarde, on voit pas bien que c'est dans le sous-sol avec le relief. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt de changer la vue si on voit pas bien le relief. Capturer cette vue quand même. Voilà. Et une fois que les élèves ont produit ce fichier, ben, ils peuvent me le partager. Ici, ils vont donc partager le projet. Hop. Et ils vont m'envoyer, soit directement via mon mail, via leur mail, hop, ils rajoutent le mail ici, ou alors ils m'envoient un mail avec le lien. Donc ça, c'est le lien de mon école. Je change ici, je dis, bah, je veux que tous les utilisateurs qui disposent bien, hop, puissent accéder à mon projet. Et alors, vous voyez ici, soit lecteur, donc là, c'est juste pouvoir lire les vidéos, etc. Mais si vous voulez faire un fichier collaboratif, ben, vous mettez pas lecteur, vous mettez éditeur. Et là, alors, les personnes vont pouvoir rajouter des repères, des formes, etc. Voilà. OK. Donc voilà. Comme ça, vous avez, hop, un projet qui est créé. Et là, une fois que je vais là, ben, j'ai mon projet qui est là, à côté de mes trois autres. Voilà. Comment on produit un globe virtuel assez facilement et ce congrès de sciences. Mais je peux rajouter, comme je l'avais fait pour l'article, aussi des repères. On vient mettre le repère, modifier le lieu. Vous allez chercher une vidéo et vous choisissez aussi le type que vous voulez. Hop, hop. Et voilà quoi. C'est vraiment très facile. Ça demande vraiment. C'est le plus difficile en fait, c'est de trouver les bonnes vidéos quoi, quelque part. Voilà. Alors si je reprends mon fil, j'étais arrivé. À mon sondage cette fois-ci du coup. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc envisageriez-vous d'utiliser cet outil avec vos élèves dans vos cours de géographie EDF durant l'année 2020-2021? Oui, si on m'aide. Non, je ne me sens pas capable. Non, je n'en ai pas envie. J'espère qu'il n'y aura pas trop de 4. Un peu. Tu crois que c'est lié à toi ça? Je sais pas. Pour l'instant, je rends les résultats. Tu stresses, Loïc? Ouais, je vais Nettement plus tranché cette fois-ci. Oui. Ah voilà, c'est bien. Ok, oui. Ok, voilà. Et donc, là, du coup, François, on peut partager le formulaire pour les personnes qui souhaitent, Exactement. pouvoir être mis en communauté, qu'on puisse les suivre, si jamais Alors, pour produire un. Vas-y. Je partage ici via le forum, d'accord, le chat, pardon. Ouais, voilà. Et donc voilà, vous avez un formulaire pour ceux qui souhaiteraient participer à une communauté de pratique. C'est vrai que j'ai pas mis sa pratique ici. À propos de Google Earth Web, et donc de peut-être tester avec vos élèves, échanger et d'agrémenter vos pratiques. Collaborer, quoi. C'est un peu ce que je compare à ce que disait Michael Degert tantôt, c'est la compétence digitale ressource 2 et c'est le 2.3. Et
collaborer. Et François, tu pourrais peut-être exprimer toi ton rêve vis-à-vis du congrès 2021 à Jean Blou. L'idée ici, bon, je vais pas présenter ma tête du coup. L'idée, c'était effectivement que nous puissions éventuellement proposer des réflexions sur la pratique, notamment des globes virtuels ici, et de faire cette communauté de pratique pour nourrir, parfois parrainer, parfois aider des collègues qui voudraient se lancer et qui n'osent pas. Et puis après, se dire, ben voilà, on va se rassembler au prochain congrès pour un peu faire l'état des lieux, voir, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plutôt plus faciles que prévu? Est-ce qu'il y a une autre méthodologie? La réaction des élèves était-elle similaire à celle de Loïc ou pas du tout? Donc, pour moi, l'idée, c'est plutôt une lettre ouverte, c'est un espace de partage, c'est un espace de collaboration. On retournerait dans nos classes pendant un an, enfin on espère en tout cas. Si pas dans nos classes, ce serait virtuellement et au moins on construirait, on pourrait mutualiser en fait nos recherches, nos réflexions autour de cet outil. Donc ici, c'est vraiment un coup de zoom sur l'outil. Comme vous avez prévu, comme vous avez vu dans le formulaire, en tout cas dans le sondage, je n'ai pas arrêté de degrés, puisqu'on peut très bien aussi se lancer dans des globes virtuels pour l'étude du milieu ou pour les premiers degrés, comme on peut le faire en troisième degré avec des attentes évidemment différentes, mais en tout cas, il peut y avoir des réflexions différentes, mais avec le même outil. Je vois que tu souris, Loïc. Oui. Je crois que ce serait intéressant, je vois des réactions, que les collègues puissent s'exprimer sur les freins. C'est vrai que tantôt, dans la séance inaugurale, Brigitte Motet s'est exprimée sur les limites techniques. Est-ce que les limites ne sont que techniques? Je vois une collègue qui inscrit, ce n'est pas toujours possible dans mes classes. Donc, est-ce que ce serait possible de cerner un peu plus les freins? Les freins, le gros frein, moi que je vois, c'est tout d'abord la connectivité dans les classes. Moi, il m'arrive d'être dans un local où ça fonctionne pas et dans l'autre ça fonctionne très bien et ça c'est assez perturbant. Ouais, ça c'est un gros frein. L'autre frein, c'est évidemment le temps, par exemple, qu'il faut prendre pour aller dans le local informatique, lancer les ordinateurs. Après, il reste plus qu'une demi-heure. Donc, est-ce que ça vaut la peine des fois de faire tout ça pour ça et pas demander tout simplement aux élèves parfois de le faire à la maison? Voilà, c'est vrai que ça, c'est un frein que je vois. L'autre frein, c'est évidemment aussi le temps. C'est beaucoup de temps pour collectionner toutes ces vidéos et les insérer. C'est parce que moi, je suis passionné par l'article, donc c'est plus facile quand on est passionné. Mais... Donc, effectivement, d'où l'idée du mode collaboratif. Et ça, c'est aussi un peu un message de la FIGEPRO. Si les collègues voient des sujets qui les intéressent, on pourrait imaginer un mode collaboratif au cours de l'année pour créer l'un ou l'autre projet. Une question d'une collègue concernant une appli sur smartphone. Oui. Est-ce que ça tient la route pour les élèves? Oui, donc moi c'est un frein aussi pendant le confinement. Il y a des élèves qui sont venus, ils m'ont dit, bah monsieur, ça tourne pas sur l'ordinateur. Et je suis pas informaticien, donc je ne voyais pas vraiment le problème. Donc j'aurais dit, écoutez, essayez via smartphone, et ça a fonctionné via smartphone. Donc et ça c'était bien parce qu'en confinement, on a bien vu que les élèves, quand ils étaient plusieurs enfants, ils n'avaient pas toujours l'ordinateur avec eux. Et beaucoup ont travaillé avec smartphone, et donc avec le smartphone, ils ont pu visionner le globe virtuel et les vidéos. Voilà. Moi, je me dis, je ne sais pas François ou Jean-François combien il reste de temps, mais que ce serait peut-être intéressant de donner la parole à l'une ou l'autre des participants pour un témoignage éventuel, puisqu'on a vu que certains ont déjà utilisé. Et donc, si l'une ou l'autre personne veulent se manifester pour un témoignage. J'ai libéré les chevaux, comme dirait l'autre. J'ai permis à notre public d'intervenir oralement s'il le souhaite. Bien précis, lève la main. Faut pas oublier non plus le formulaire de satisfaction générale du congrès, de l'atelier. Peut-être, voilà. Mais avant ça aussi, il y a des questions, je pense.
Mais question ou témoignage. Ouais, voilà. Une collègue dit aussi que le smartphone permet en fait d'être consommateur, mais pas créateur. Effectivement, oui, ça c'est un souci. Oui, en smartphone, on est consommateur, mais on va pas pouvoir produire de projets. Et d'où l'intérêt, en fait. Et moi, j'ai donc, il y a eu encore, j'ai pu reparticiper au projet école numérique de la région Wallonne. C'est tous les 3 ans. Donc, j'ai réintroduit un projet qui a été de nouveau accepté avec la chance. Et je vais, et là, j'ai vraiment insisté pour avoir des ordinateurs et pas des tablettes, parce que l'ordinateur permet de produire du contenu numérique. On a un clavier, on a une souris, et là, on peut passer en mode producteur, parce que en tablette et en smartphone, en fait, c'est ce que les élèves vivent tous les jours. Ils sont tout le temps, en fait, c'est la génération de tablette qu'ils appuient sur un truc et ils savent pas l'algorithme qu'il y a derrière. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'ils passent en mode producteur. Et pour passer en mode producteur, il faut un ordinateur. Voilà. Oui, il y a une Brigitte Motet qui demande la parole. Comment est-ce qu'on fait ça Et ben voilà, je ne sais pas Ah, si voilà. fait. Ouais, Voilà, ça fonctionne. J'étais un peu découragée en rentrant de vacances, là. Il fallait que je me remette à la création de sessions. Là, c'est bien. Tu m'as reboosté. Je suis partie il y a Ouais. quelques années. Euh, Moi, ce que je voulais dire, tout d'abord, bon, c'est vrai que l'outil, ça prend du temps au départ, mais c'est vrai que tout le monde adore. Et voilà, comme je l'ai dit dans mes commentaires, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils l'ont exporté à d'autres cours. Et alors, quand un professeur a le malheur de citer un nom de lieu, c'est tout de suite, on va les voir sur Google, etc. Donc, c'est vrai que c'est une façon de les motiver, même en dehors de notre cours. Voilà, Oui, ils ont acquis un réflexe pour aller situer les lieux directement à l'aide de Google Earth. c'est ça. Et alors, je te dis, on va être en concurrence là pour école numérique. Je crois qu'on va se poser des projets, donc il va falloir s'accrocher. Voilà. Ouais. Non, mais ils ont des revenus et franchement, maintenant, bah, pour le cours de géo, avec les 2 appels à projet, bah, je vais disposer de 24 ordinateurs. Et donc, je vais en avoir limite un par élève, quoi. Donc, et ça a rien coûté à l'école. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Faut pas Loïc, hésiter. Ouais. peut-être une chose que tu pourrais dire, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué dans la préparation, c'est soit on peut explorer un lieu, soit on peut explorer un thème. Oui, oui, oui. Ben voilà, moi, par exemple, je vais partager mon globe virtuel sur le sable. Donc, c'est le thème. Hop, tac. Alors, je vais sur partage de nouveau. Je vais pas arrêter d'aller là-dessus. Voilà. Non, c'est voilà. Donc voilà, ici c'est, je vais revenir à mes projets. Et donc j'ai fait un globe virtuel, mais cette fois sur le sable, la thématique. Donc je suis pas parti d'un territoire, je suis parti d'une thématique qui est le sable. Et alors j'ai recherché des vidéos du sable, sur l'exploitation du sable et ses conséquences, parce que je veux surtout ici exploiter les globes virtuels pour identifier des potentialités, des vulnérabilités engendrées par l'exploitation de sable. Et là, du coup, ben, je suis sur l'entièreté du globe, quoi. Hein. Vous voyez qu'il y a une vidéo en Bretagne, il y a une vidéo ici à Marseille, il y a des vidéos au Maroc, il y a des vidéos au Sénégal, il y a des vidéos ici sur Bangui. Donc cette fois, ben, on n'est pas sur un territoire, on est sur l'entièreté du globe avec une thématique, quoi, hein, et notamment Singapour ici qui ne peut s'agrandir qu'en important du sable. Donc vraiment, vous partez cette fois d'une thématique et dans la recherche de vos vidéos, vous allez devoir identifier où a lieu la vidéo et aller la placer au bon endroit sur le globe virtuel. Voilà. Et toi, Brigitte, est-ce que tu pourrais un peu expliquer en 2 ou 3 phrases quelle exploitation tu as déjà faite de Google Earth? Oui, j'utilise très très régulièrement, je veux dire presque chaque session. Bon, le problème, nous, c'est qu'on a un ordinateur en classe. Quelquefois, j'amène les 2 ordinateurs que j'ai à la maison, donc on essaye de faire, avant le Covid, évidemment, des travaux de groupe.
sur les différents ordinateurs, mais c'est surtout de la localisation, voilà, le Street View qu'ils adorent, puisqu'on ne peut pas les emmener sur le terrain partout. Ce serait chouette, mais c'est pas toujours réalisable. Je l'ai utilisé aussi en préparant le voyage d'Ereto. Moi, j'aime bien que mes élèves participent. Et on a étudié les itinéraires, localisé les différents lieux, organisé un peu les visites de façon à ce que ce soit logique, fonctionnel. Bon, il y en a qui préféraient localiser les shopping outlets, évidemment, au musée, etc. En ce qui concerne la Sicile, c'était pour le dernier voyage. Donc voilà, comme j'essaie de faire sortir la géographie de la classe. Et puis alors pour les profils topographiques, comme on appelle la courbe de relief, c'est aussi quelque chose qui leur permet de visualiser. Bon, ils savent plus lire comme autrefois les cartes topographiques. Pour utiliser cet outil-là, c'est aussi intéressant pour eux. Surtout, voilà, nous, on est situé dans la vallée de la Meuse, donc faire découvrir les terrasses, qu'il n'y a pas les terrasses de la place Saint-Lambert et de la place du marché, ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Merci. Ok. Alors, Est-ce je qu'il y a vois encore que l'une oui, ou l'autre personne qui souhaite demander la parole? alors oui, je voulais juste terminer par un truc, Anne, en guise un peu, enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans cet usage notamment du numérique. Si je reprends mon fil, voilà, tac. Alors la conclusion, oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, en fait, je fais pas du numérique pour faire du numérique. Quand j'utilise du numérique, c'est vraiment pour qu'il apporte une plus-value au raisonnement géographique. Et si je vois qu'il apporte pas de plus-value, eh ben rien de tel que du papier. Et je rappelle aussi que le globe virtuel, ça doit être complété par des cartes et si possible le terrain. Voilà, rien ne remplace ni les cartes ni le terrain. Le globe virtuel, c'est vraiment un complément à tous ces outils de la géographie. Et l'usage du numérique, c'est vraiment lorsque je vois qu'il y a une plus-value pour le raisonnement géographique. Voilà, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur de partager. Voilà. Peut-être que tu peux donner quelques tuyaux à des collègues frustrés de ne pas avoir réussi à remporter les projets école numérique et qui soient peut-être plus chanceux cette année-ci. Ouais, par exemple, moi, la première année, j'ai pas hésité à produire une séquence avec les outils de la région Wallonne, comme Wallon Map, parce que comme c'est un projet région Wallonne, ils aiment bien qu'on mette en valeur leurs outils disponibles. Et donc, j'ai développé un projet avec Wallon Map. Et j'ai essayé aussi, et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir au jury de l'école numérique, c'est vraiment d'amener les élèves à être producteurs de numérique. Ça, c'est quelque chose, c'est un critère, c'est le critère principal. C'est que les élèves deviennent producteurs de numérique et qu'ils ne soient pas uniquement consommateurs. Donc, si vous valorisez les outils de la région Wallonne et que vous montrez que les élèves sont producteurs, en plus, en géographie, il y a tellement d'outils disponibles. Franchement, il y a quand même de grandes chances que le projet passe. Oui, mais si dans ton école l'équipement n'est pas très bon, évidemment tu ne sais pas produire, enfin, ou faire des élèves des producteurs. Et puis il y a une autre question sur le choix des outils, notamment ArcGIS Online. Est-ce que tu pourrais dire que peut-être ces outils ne sont pas en concurrence, mais qu'ils offrent chacun des potentialités différentes? Oui. Donc, justement, là, tu disais, si l'école n'est pas bien équipée, justement, le projet école numérique, il vise à équiper. Donc, le projet, il est toujours théorique au départ quand on le soumet à la région Wallonne. Donc, on peut très bien avoir 0 équipement, imaginer un projet, le soumettre et puis ça passe, quoi. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir déjà testé le projet en classe pour le soumettre à la région Wallonne. Et alors, pour la différence entre le globe virtuel et ArcGIS Online. Donc déjà, il n'y a pas de globe
sur ArcGIS, hein, ça c'est quelque chose de fondamentalement différent. Et ArcGIS Online, moi personnellement, j'utilise essentiellement pour les outils d'analyse spatiale qui sont disponibles, donc pour et répondre à une situation problème qui nécessite de faire appel à créer des zones tampons, à sélectionner des zones. Donc moi, là, on est plutôt ArcGIS, je vais utiliser dans ma phase, si vous voulez, d'analyse, comme j'avais présenté, tandis que Google Earth, je vais utiliser dans ma phase plutôt observation. Voilà. Merci Loïc. Je De me rien. permets de rappeler qu'il y a un formulaire d'évaluation à remplir parce que je trouve que on a besoin, vu que le format actuel est un peu nouveau pour nous, voter quand même. On aimerait bien que vous puissiez donner votre avis sur le congrès et que vous puissiez notamment donner votre avis aussi sur l'intervention de Loïc, pas pour l'évaluer en tant que tel, enfin quoi qu'on donne notre avis, mais c'est pour voir un peu comment ça s'est passé. Donc voilà, je mets en copie, vous venez de voir apparaître sur le chat normalement le lien qui mène encore à un Google Form qui nous enfin ça nous permettra de connaître votre avis et de voir un peu comment vous avez vécu ce congrès virtuel. Et donc voilà, Ok. ça permet d'investir ton temps. Oui. Oui. Donc François, tu peux donner rendez-vous à Jean Blou l'année prochaine, on ne sait pas encore comment. Et puis, on espère que ce sera en présentiel. Hein. Tout à fait. Et puis dire que d'ici là, peut-être la FEGEPRO peut aussi, sous une forme qui serait à préciser, donner un coup de pouce aux collègues qui voudraient, qui seraient d'accord pour que ce partage de pratiques puisse se mettre en route. J'ai vu déjà, j'ai eu un petit aperçu de la réponse à l'invitation. Et il y a déjà 16 personnes qui sont inscrites dans cette communauté de pratique, donc je trouve ça très très intéressant. Et elle n'est pas fermée. Je veux dire, il ne faut pas avoir participé nécessairement à l'atelier de ce congrès pour y participer. Donc voilà, on va vous recontacter prochainement pour donner suite à cette invitation, à ce SAP, comment t'as dit, CAP, c'est ça? Ouais, une communauté d'apprentissage professionnel, c'est québécois. Ça m'aide. C'est 16h42, je vais donc vous demander vraiment de ne pas hésiter à cliquer sur le lien sur le forum et de remettre vraiment votre avis parce que pour nous c'est super important. On n'aura pas du tout les documents IFC cette année que pour pouvoir avoir un retour. Donc on essaye que ce soit pas trop long et on aimerait bien vous remercier tous d'abord de votre présence à distance. Et je remercie moi en tout cas Loïc et Anne et Jean-François pour le travail effectué. Et merci à tous d'avoir répondu présent en tout cas. Oui, je remercie aussi l'équipe de modérateurs, Anne, François et Jean-François, pour m'avoir bien aiguillé lundi sur la ligne de conduite pour ce congrès particulier en ligne où il fallait bien cadenasser tout ça et je pense que ça s'est bien passé. Donc, merci beaucoup et merci aussi vous tous d'être venus. Avoir 35 personnes, c'était un peu inespéré. Hein. On attendait peut-être 12-15 personnes et on est quand même content de ce retour. Voilà. Bravo à Loïc et à toute l'équipe qui a pu mettre ça sur pied. François, tu n'oublies pas de lancer le web café sur lequel on va aussi débriefer de ce congrès. Il y a dans le chat. Hein. Ah oui, voilà, je vois. Ouais. Okay. Il est déjà dans le chat. Un grand merci. Donc on a été beaucoup plus nombreux à la limite que quand on fait les sessions du congrès des sciences en présentiel. 40 personnes au plus fort de la conférence. Merci Loïc pour ta bonne humeur qui était observée par tes élèves. Ouais, tu as bien remarqué le formulaire. Ouais. Ok, donc on se retrouve sur le web café, c'est ça? Ou on reste un peu sur cette session-là, je ne sais pas. Écoutez, revenir sur ce qui a été dit sur les compétences numériques et autres et de faire un peu un échange sur ce qui a été vécu. Et ici, c'est se clôture en tout cas l'atelier de la géo. Donc, la web café est plus